Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dom à la Cité. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur un arrondissement de notre capitale, le 13e arrondissement de Paris. Et celui qui va vous le faire découvrir est son maire, Jérôme Coumet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de cet arrondissement depuis 2007, un arrondissement que vous connaissez bien puisque vous y êtes né. J'y suis né, oui. J'y ai fait mes études, tout mon parcours scolaire, jusqu'à la fac d'ailleurs. Dans cette émission, on aime bien présenter sa ville, mais l'aspect historique. Si on parlait de l'histoire du 13e arrondissement, c'est quoi? C'est une histoire industrielle? Alors oui, même plus difficile que ça par moment, puisque en gros, le nord-est parisien, c'était l'arrondissement ouvrier. Le 13e, c'était plutôt l'étage du dessous, avec les chiffonniers. Il y a une rue du 13e que j'ai débaptisée qui s'appelait Boulevard de la Zone. Et donc vous aviez évidemment une population parisienne très pauvre, avec des bidonvilles y compris, qui occupaient une partie du territoire. Et la Pitié-Salpêtrière, qui est devenue depuis le plus grand hôpital d'Europe, c'était un lieu aussi, au début, d'enfermement des prostituées, des indigents, comme on disait à l'époque. Donc c'est tout ça l'histoire du 13e. Un 13e qui a eu donc ça a beaucoup évolué, et avec une partie industrielle, effectivement, une raffinerie notamment très connue, les usines Panhard qui occupaient une grande superficie dans le 13e arrondissement. Donc là, c'est pour le passé, mais s'il fallait le décrire aujourd'hui, donc c'est le 3e plus gros arrondissement en termes de population. Oui, c'est un des plus gros arrondissements, le 15e étant un peu au-dessus, et après 18, 19, 20, 13 sont à peu près dans la même épure en nombre d'habitants. Mais c'est surtout un arrondissement qui était un peu laissé de côté, qu'on connaissait mal parce qu'il y avait peu de raisons d'y aller, même si les habitants y étaient très attachés. Et quand on disait 13e arrondissement, on nous répondait tout de suite c'est les Tours ou le quartier chinois, qui est une part du 13e, mais qu'une petite part du 13e arrondissement. Et aujourd'hui, c'est un arrondissement qui va de l'avant, qui est maintenant est le lieu des universités, le premier arrondissement universitaire, le lieu de quelques entreprises emblématiques. On pense évidemment à la station F qui s'est installée dans le 13e. Mais c'était un quartier donc, qui est pas mal résidentiel. Il y a beaucoup en termes de logements sociaux. C'était à l'origine un quartier très résidentiel. Maintenant, il y a de plus en plus d'activités. Et c'était effectivement un quartier qui a concentré et qui concentre toujours une part très importante de logements sociaux, à peu près 40%. On peut dire qu'à peu près la moitié des logements dépendent de la puissance publique. Alors c'est difficile de parler d'une économie de l'arrondissement. Vous avez parlé d'une économie de l'innovation avec des start-up de la station F. L'hôpital, c'est une énorme. entité très importante, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres points forts aujourd'hui en matière économique? Oui, on essaie de participer au rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest parisien. Et donc, dans les nouveaux quartiers du 13e, notamment au bord de Seine, on a implanté de manière volontaire toute une série de sièges de grandes entreprises, avec des entreprises de pointe, avec aussi beaucoup d'entreprises organisées autour de l'écrit. Va bientôt ouvrir le groupe Le Monde, qui s'installe dans le 13e en rassemblant toutes ces entités, des grands groupes d'édition qui sont présents comme Flammarion, Editis, la Bibliothèque de France évidemment qui est une entité publique. On va en parler autour du projet parce que tout ça c'est un quartier du 13e, Paris rive gauche. On va en parler tout à l'heure, mais je voulais d'abord parler d'un autre quartier puisque dans le 13e il y a eu le tout premier écoquartier de la ville. Il faut une vraie volonté politique pour lancer un écoquartier. Oui, il faut une volonté politique, mais maintenant, aujourd'hui, les écoquartiers sont essaimés à travers tout le territoire, et c'est tant mieux. À l'époque, ce n'était pas un sujet à la mode, en tout cas qui était encore inscrit dans les esprits. Et comme beaucoup de choses, il y a des choses qui démarrent sur une rencontre. Moi, j'avais rencontré un journaliste qui était très engagé sur la question de l'environnement et des écoquartiers, qui m'avait montré ce qui se faisait en Angleterre. À l'époque, c'était BZ, c'était un des premiers au monde qui s'était créé. Et puis voilà, on avait beaucoup discuté, et j'ai dit banco, on va essayer de faire. Voilà. Avec l'idée non pas de faire quelque chose de parfait,
Moi, c'est ce que je reprochais à BZ, que ça faisait un peu vitrine. Moi, faire des vitrines, ça ne m'intéresse pas. C'était surtout apprendre à faire mieux et faire en sorte que les équipes, ensuite, puissent faire d'autres choses de la même façon ailleurs. Et donc, on a décidé de manière effectivement très volontaire d'axer ce quartier en travaillant sur des grands sujets, la limitation de la circulation automobile, la question de l'eau, puisqu'on est sur le lit de la Bièvre, la question des économies d'énergie, évidemment. Voilà, donc on y est allé et on a appris. Alors je vous propose de découvrir un tout petit extrait d'un documentaire que nous avons coproduit, qui a été réalisé par Fabien Franet. Le documentaire s'appelle « Enquête de la ville de demain », l'écoquartier du 13e. On écoute ces 2 paroles d'habitants. J'avais pas idée qu'il y avait des écoquartiers à Paris. Et donc c'est en arrivant ici qu'on a vu que c'était un des plus vieux, d'ailleurs le premier écoquartier parisien. Ce qui m'a pas mal séduit, c'est que l'aménagement qu'ils en ont fait, effectivement, il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est vrai. C'est quand même assez bien conçu, c'est limité en vitesse, c'est assez aéré, il y a quand même peu de circulation, donc ça c'est un des points qui me plaît particulièrement. Alors, d'un point de vue écologique, le bâtiment il est isolé par l'extérieur, l'appartement il est exposé en tout cas de ce côté-là sud-ouest, donc forcément il y a du soleil pratiquement toute l'année, donc ça chauffe quand même pas mal l'appartement. Et l'hiver, le chauffage on le met vraiment au dernier moment. Et l'été en fait c'est pas si gênant que ça parce que le soleil est très haut, donc en définitive ça rentre pas vraiment dans l'appartement. On sent vraiment une différence avec des logements anciens. Et le quartier est super agréable. C'est la première fois que je suis dans un quartier qui ressemble un peu à un village en fait. On côtoie des gens qu'on retrouve régulièrement à l'extérieur. On se rejoint dans le jardin ou au parc. On n'a pas l'impression d'être dans une ville impersonnelle. On a l'impression d'être dans une petite ville où on connaît du monde, où on a nos habitudes. Il y a un vrai lien social. Il fait bon vivre. Le dessin, c'est ça ? Moi, la ville de demain, je la vois autonome en énergie. Je pense qu'il faut aller bien plus loin. C'est qu'une première étape. Ça ouvre une voie, ça montre un chemin. Mais il ne faut pas se limiter à ça, il faut aller bien plus loin dans la gestion des déchets. Il faut ouvrir des composteurs de base dans le quartier, réserver des terrains pour l'agriculture urbaine, pour que les gens puissent ouvrir des potagers en bas de chez eux. Voilà, c'est ça un écoquartier, finalement c'est surtout du lien social. Plus encore que vous pouvez l'imaginer, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a construit cet écoquartier, on a aussi essayé de faire bien au niveau de la concertation. Et on a essayé de concevoir ce quartier avec les habitants qui étaient sur place, c'est-à-dire pas les nouveaux habitants que vous avez vus. Et on les a fait réfléchir sur ce que c'est qu'un urbanisme, sur les fonctions nécessaires à la ville, etc. Et ça faisait très peur à tout le monde à l'époque, parce qu'on s'est dit, oulala, ils vont nous prévoir que des choses qui coûtent de l'argent, que des partis publics. Ceux qui avaient peur, vous entendez les professionnels. Oui, les professionnels, mais y compris un certain nombre de responsables de la ville de Paris. Ça peut arriver, parce qu'eux aussi doivent respecter des équilibres économiques. Et par exemple, les habitants nous ont demandé de construire un immeuble de bureaux. Donc ça a étonné tout le monde, parce qu'on est sur une partie très résidentielle du 13e. Les gens avaient envie que les commerces puissent vivre, et puissent vivre à tous les moments de la journée. Et donc c'est eux-mêmes qui ont dit ça serait pas mal qu'il y ait de l'activité et qu'il y ait des immeubles de bureaux qui s'installent. Donc on l'a fait, mais ils ont demandé aussi un jardin, un EHPAD à destination de personnes âgées, ça tombe bien parce qu'on avait des vrais besoins. Et puis aussi un lieu un peu original, où c'était pas simplement un lieu de logement étudiant, mais on a visé un public particulier, celui des étudiants-chercheurs. On est un arrondissement très universitaire et il manquait ce produit particulier pour accueillir les chercheurs qui sont déjà plus installés dans la vie et qui ne se contentent pas de la piole étudiante qu'on peut connaître. Une vraie mixité qui a été pensée. Une vraie mixité. Mais vous aviez l'espace. Avec de nouveaux habitants aussi, parce qu'il y a eu des logements familiaux. On avait l'espace et il faut voir ce que c'était avant. Il y avait un espèce de lieu de retraitement du papier, donc avec forcément qui attirait beaucoup les rongeurs. Et puis c'est un quartier qui a permis d'ouvrir un certain nombre de quartiers qui étaient un peu coupés du reste du 13e, en faisant des passages agréables. Aujourd'hui, les habitants sont plutôt contents, c'est une réussite, vous en êtes fiers? Parce qu'il y a toujours des petits problèmes sur un bâtiment, des choses comme ça. Mais bon, oui, en tout cas, moi je suis très heureux du travail qu'on a effectué, de toute la réflexion que ça a initiée, de tout l'apprentissage de faire de la ville autrement. Je suis heureux aussi parce que c'est un quartier très vert, vous l'avez vu, vraiment très agréable. Il y avait une fête du quartier récemment. On est dans un endroit où il y avait
tout autour en tout cas beaucoup de logements sociaux, que des grandes cités de logements sociaux. On a inséré de la mixité. Je pense que chacun s'y retrouve. En tout cas, la fête à laquelle j'ai participé m'a semblé pouvoir dire que quand même on a fait un truc quand même assez sympathique pour les habitants. Ça, c'est fabriquer, construire des écoquartiers. Il faut en faire d'autres. C'est possible d'avoir une démarche globale comme ça sur une J'irai ville. plus loin, c'est-à-dire que les écoquartiers n'étaient qu'une étape. On ne peut pas se contenter de parsemer un certain nombre de grandes opérations d'urbanisme avec quelques écoquartiers. Maintenant, il faut faire comme ça partout. Et c'est comme ça que c'est intéressant. Donc il faut travailler sur le respect de l'environnement, parce que, évidemment, quand on construit, on consomme, on imprime des choses sur un avenir long, donc on prend des responsabilités sur le long terme. Faire bien la ville, c'est une obligation. Faire mieux en matière climatique, mais plus largement en termes de verdissement des villes, de nature en ville, de gestion des déchets, etc. Ça se réfléchit au moment où on fait de l'urbanisme. C'est une nécessité absolue. Ça se réfléchit. Tout à l'heure, vous avez parlé de concertation avec les habitants. On sait que c'est important. Vous avez expliqué que ça avait marché pour l'écoquartier. Ouais. Mais est-ce que ça joue vraiment le jeu du côté des habitants? Parce que souvent, c'est Oui, toujours les mêmes. C'est difficile pour vos équipes. Évidemment, dans toute opération de concertation, il y a des gens plus impliqués que d'autres. Il y a certains qui se contentent de survoler. Mais ça marche. Ça marche à condition de bien définir les règles du jeu. C'est-à-dire, on ne choisit pas tout ce qu'on veut, on choisit dans un cadre. Et dans le 13e, on a initié beaucoup de concertations différentes sur l'urbanisme. Une des dernières opérations d'urbanisme, qui est en cours de réalisation d'ailleurs, sur le boulevard Vincent Auriol, on est allé même très loin, puisqu'on a fait travailler les habitants avec un urbaniste qui avait été désigné, qui a proposé 3 façons d'organiser le quartier différentes. Et les habitants ont voté sur ces 3 propositions. On m'a dit, tu es fou, 3 propositions, c'est pas facile pour faire une majorité. Mais pour autant, il y a une majorité avec une disposition qui a plus convaincu les habitants que les 2 autres. Donc aujourd'hui, il y a une vraie évolution dans la population. Elle s'intéresse, elle participe plus Oui, à cet aspect construction et même aménagement. c'est même devenu une exigence. C'est-à-dire que ce qu'on supportait il y a ne serait-ce que 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire que on acceptait qu'on construise devant vos yeux sans être vraiment informés. Aujourd'hui, les gens ont envie de participer, être associés. Ils comprennent bien qu'il y a un cadre économique évidemment, un cadre aussi sur les besoins de la ville, mais ils ne comprennent pas qu'on n'informe pas, qu'on n'associe pas, et si possible qu'on concerte en profondeur sur les choses qui encore une fois, dans le cadre de ce qu'on propose de manière générale, ça devient une demande réelle des habitants. Je pense qu'ils se sont habitués, et c'est tant mieux. Alors ça, c'est une approche, une partie du 13e arrondissement, l'écoquartier. On a commencé à aller sur le boulevard Vincent Auriol. Et puis, continuons notre balade dans le 13e et on va vers les berges de la Seine, parce que là, il y a un énorme quartier qui est en pleine mutation, qui est en partie né. Ça a commencé il y a 20 ans avec la Bibliothèque nationale de France. C'est Paris Rive-Gauche, oui, qui occupe un quart. Oui, c'est très gros parce que c'est 150 hectares. Ça, c'est une opération qui bouleverse, qui a bouleversé le 13e. On parle sans doute de la plus grosse opération d'urbanisme depuis Haussmann. Haussmann qui a quand même beaucoup bouleversé Paris. On n'atteindra jamais ce degré-là. Mais c'est une énorme opération avec évidemment des enjeux considérables. Mais le premier enjeu, il est assez simple. C'est finalement de relier le 13e à la Seine. Le 13e était bordé par la Seine géographiquement. Mais les habitants n'avaient aucune possibilité d'aller vers la Seine, de profiter du fleuve. Profiter du fleuve, c'est quand même formidable. Parce qu'il y avait les voies ferrées de la gare d'Austerlitz, et puis des friches industrielles qui s'étaient perdues dans le temps. Et donc, il n'y avait pas d'accès véritable. Et donc, ce quartier, c'était d'abord relier le 13e à la Seine, et puis ensuite imaginer, évidemment, des choses intéressantes pour la ville. Alors, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, voire plus, avec la bibliothèque François Mitterrand qui reste le navire emblématique, le paquebot, dans son centre. Le geste architectural qui a initié l'opération. Mais c'est encore en construction, ça a bouleversé. C'est aussi un projet qui a changé, parce qu'au début, c'était quasiment que des bureaux qui étaient heureusement. D'ailleurs, un projet d'urbanisme qui dure plusieurs dizaines d'années, si on ne le faisait pas évoluer dans le temps,
ça ne serait que folie. Oui, il y a Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu beaucoup de changements qui sont assez révélateurs de notre époque d'une certaine manière. Alors d'abord, au début, il était question d'organiser une cité financière. C'est-à-dire, on est un pays très centralisé. Il y avait le ministère des Finances qui s'était installé de l'autre côté de la Seine. L'idée, c'était de ramener toutes les banques autour, donc les banques privées face au ministère des Finances. Bon, notre monde. Quelques banques et puis surtout, quelques banques. Oui, il y a encore des implantations très importantes qui datent de cette période-là. Et puis, ça amène de l'activité. Pourquoi pas? Tant mieux. Réduire à ça, par contre, aurait été une bêtise. Et puis, une conception de la ville qui était très éloignée de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il était prévu notamment de faire un doublement souterrain de la circulation, une avenue de France très livrée aux automobiles. Enfin, c'était un projet très routier. Avec le fameux pont Charles de Gaulle, que les Parisiens connaissent, à côté de la gare d'Austerlitz, on a l'impression que c'est un pont qui va de nulle part à nulle part, ce qui est quand même assez étonnant. Parce qu'à l'époque, il était prévu de prolonger ce pont par un espèce de grand autopont à travers la verrière de la gare d'Austerlitz, qui la détruisait d'ailleurs, et pour rejoindre directement le boulevard Saint-Marcel. Enfin, des constructions dans notre temps, avec des espèces de gros échangeurs, gros lieux autoroutiers. On a bien changé. Et c'est tant mieux. Et donc aujourd'hui, ce quartier, c'est quoi? Il va devenir quoi? Parce qu'il y a encore des constructions, il y a encore des projets en cours. Oui, alors, il a beaucoup évolué. On a souhaité notamment en faire un grand lieu universitaire. Il y avait des besoins très importants à l'époque. Il y avait la reconstruction de Jussieu. Et donc, on a fait en sorte que ça devienne un quartier très universitaire, avec Paris Diderot qui s'est installé, mais aussi l'INALCO, les langues orientales, avec son énorme bibliothèque, d'ailleurs une des plus grandes bibliothèques universitaires, avec l'école d'architecture. Tout ça a donné des choses importantes. Et maintenant, on a l'Université de Chicago qui a choisi le 13e pour son implantation européenne. Je pense que c'est un signe qui ne trompe pas. Donc cette université a évidemment créé un écosystème, et à partir de là, c'est plus simple d'y installer un certain nombre de lieux sympathiques, de lieux culturels, de lieux de loisirs, un peu comme le quartier latin, et c'est pour ça qu'on l'a appelé un peu facilement le nouveau quartier latin de Paris. Les universités, l'ambiance universitaire, mais aussi des habitations, mais aussi des gens qui y travaillent, et toute une série de lieux de loisirs, de sorties, qui donnent de la vie tout au long de l'année. Et des habitations qui sont construites de manière durable. Il y a un gros effort qui est fait aujourd'hui, maintenant, dans la construction. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur un territoire relativement limité, on a vu ce basculement. On a des immeubles en fer et en verre, construits à l'ancienne autour de la Bibliothèque de France pour partie, certains avec une belle architecture, mais enfin, on voit bien que sur le plan environnemental, c'était pas ça. Et maintenant, on a des immeubles de plus en plus respectueux de l'environnement. On va être leader dans le 13e sur la construction de bois, avec plusieurs immeubles à 50 mètres en bois. On apprend d'ailleurs, c'est pas facile, c'est plus difficile quand on fait des efforts, mais on va y arriver. Et avec surtout des toitures végétalisées, accessibles pour les habitants. Donc c'est à la fois bien pour l'environnement et ça crée des lieux très sympathiques aussi pour les habitants. Et je pense qu'on peut mixer les deux. L'environnement, c'est pas simplement des normes, c'est aussi faire des lieux sympathiques pour les habitants. On en reparlera des toits, parce que je pense qu'il y a des choses à découvrir pour de nombreux Parisiens. Mais moi, j'avais une question là, c'est pour le maire que vous êtes, maire du 13e, un projet comme celui-ci, Paris Rive Gauche, c'est pas que le vôtre, il y a aussi la ville de Paris, il y a aussi, vu l'opération, l'État, la région qui sont impliqués. Quelle est votre marge de manœuvre? Comment vous pouvez vous battre parce que vous êtes impacté directement, ça change la population de l'arrondissement. D'abord, je dirais que heureusement, c'est pas le maire du 13e tout seul qui décide de tout. Vous voyez, moi, le mini Césarillon du 13e, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est intéressant de confronter les points de vue, de les discuter avec les habitants d'un côté, mais avec d'autres entités de l'autre. Par ailleurs, les marges de manœuvre sont finalement assez importantes, parce que maire d'arrondissement a quand même un certain pouvoir de discussion forte avec l'hôtel de ville. Je suis en même temps président de la SEM d'aménagement, de la société publique d'aménagement qui travaille sur tous ces nouveaux territoires. La CEMAPA. La CEMAPA.
part, avec des gens d'ailleurs de très grande qualité à l'intérieur. Et heureusement, ils nous conseillent, ils nous influencent, ils nous accompagnent, on discute avec eux. Et moi, en tant que maire, je ne fais pas à leur place, je ne fais pas à la place des architectes, je ne fais pas à la place des urbanistes, mais j'ai un certain nombre d'idées fortes sur lesquelles je souhaite orienter le 13e. Lui donner notamment une orientation culturelle, faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui dialoguent avec la partie universitaire. C'est comme ça qu'il y a plusieurs lieux de grande innovation qui s'installent dans le 13e arrondissement. On les accompagne évidemment. Faire en sorte, encore une fois, qu'il y ait des lieux très sympathiques. Donner même une partie touristique à ces nouveaux quartiers du 13e et plus largement à l'arrondissement. Tout ça crée un écosystème agréable à vivre. Oui, et j'entends bien, touristique, c'est faire venir les Parisiens dans le 13e, c'est ça un de oui, vos grands... c'est drôle parce que c'est l'objectif du maire. Quand je disais on va aller chercher notre part de tourisme, les habitants du 13e me regardaient avec un air, celui-là il est quand même un peu allumé. Et puis finalement on y arrive. On y arrive avec notre musée à ciel ouvert du street art, on y arrive avec toute une série de lieux culturels, on y arrive y compris avec des lieux de sortie, la Felicita qui est devenue un des grands lieux de sortie parisiens. On attire d'autres Parisiens, on attire y compris des touristes de l'extérieur. Vous savez, quand vous allez à Londres, vous commencez par visiter les grandes institutions muséales, les parties historiques, puis après vous cherchez les quartiers sympathiques ou l'équivalent de la Défense ici pour aller voir l'architecture contemporaine et moderne. Dans le 13e, il y a l'architecture contemporaine, il y a des lieux de sortie, il y a de la culture, il y a des grands cinémas, et donc tout ça attire du monde. C'est à destination des habitants et des autres aussi. Faisons un petit intermède sur la culture, parce que là, j'ai entendu et on sent bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, il y a une appétence personnelle, je le connais. Et sur le street art, notamment aujourd'hui, c'est vrai que quand on traverse le 13e arrondissement, on voit des œuvres sur les murs et des immeubles qui sont extraordinaires à voir. Comment vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui a donné envie? Comment ça a été accueilli au départ par la population? Alors c'est parti là aussi d'une belle rencontre. Il y a tout simplement une galerie de street art qui s'est installée dans le 13e avec Mehdi Benchek à sa tête. Puis on a commencé à discuter, à partager ça. Alors moi j'ai toujours été attiré par l'art contemporain. J'aime bien visiter les galeries, les foires. Et il a dit, ben voilà, j'ai commencé à faire des représentations comme ça de street art. C'était dans sa ville de Seine-et-Marne, dont il était origine. J'aimerais faire ça en XXL. Bon, je regarde, et puis il m'a montré quelques projets qui existaient déjà un peu dans le monde. J'ai dit, bah oui, c'est intéressant. J'ai dit, on va se la tenter, et puis on verra bien comment ça réagit. Et on a commencé un peu comme ça, à se lancer dans l'aventure, et avec une réaction des habitants très positive. Moi, je me souviens de l'enthousiasme, le premier mur qu'on a fait, des mamies du quartier qui amenaient le café au peintre. Ils disaient, ah, c'est super, ça va mettre de la couleur dans la ville. C'est des artistes très connus. On voit il y a du Obey, du Seth. Maintenant, c'est obligé, notamment sur le boulevard Vincent-Auriol, à créer un véritable musée à ciel ouvert. Alors, c'est quoi un musée? C'est les plus grands artistes des œuvres majeures rassemblés au même endroit. Et dans le rassembler au même endroit, il y a une idée forte, parce qu'aucune ville ne l'a fait. Il y en a quelques-unes qui se positionnent sur le street art aujourd'hui. Mais de faire en sorte que quelqu'un qui vient visiter et qui veut voir des œuvres majeures en peu de temps, qui a peu de temps à consacrer, il ne va pas tourner autour de toute la ville, il va venir à un endroit, il va faire sa visite. Et ensuite, j'espère que ça lui donnera envie de faire le tour des murs du 13e, voire d'aller voir à Ivry, à Vitry, les belles choses qui se font aussi. À partir de la place d'Italie, descend le boulevard. Exactement. C'est le musée. Et visible du métro aérien aussi, pour tous ceux qui prennent le métro aérien tous les jours. Alors ça, c'était pour l'intermède culturel. Et voir de l'architecture. Vous avez parlé tout à l'heure des toits. C'est les nouveaux espaces fonciers à conquérir. Je pense que c'est des vrais espaces de conquête. À juste raison, on se pose la question de la densité dans la ville. Mais par densité, on regarde l'espace au sol, parce que l'espace au sol, c'est là où on peut effectivement verdir un peu la ville. Mais en fait, on a tort de ne pas regarder les toitures, parce que sur les toitures, on peut dégager soit du foncier qui permet de rénover l'immeuble, soit des espaces sympathiques pour les habitants. À Paris-Rive-Gauche notamment, tous les nouveaux immeubles, on a obligé les opérateurs, qu'ils soient publics
ou privés, les logements sociaux, logements libres, de faire en sorte de dégager les toitures, de les végétaliser et d'y accueillir des habitants. Ben, ça donne des lieux quand même très sympathiques, où les gens peuvent se retrouver, prendre des pots en commun, jardiner ensemble, avec une vue époustouflante sur Paris jusqu'à Notre-Dame. Voilà. Il faut regarder la ville autrement, il faut regarder tous les espaces qui sont à notre disposition. Donc exploiter les toits, on ne va pas faire du réinventer Paris 2 où il faut exploiter également les sous-sols, mais sur les toits, c'est aussi l'agriculture urbaine. C'est évidemment. Est-ce qu'il y a des projets dans le 13e ? C'est évidemment l'agriculture urbaine. Il y a des projets dans le 13e comme dans le reste de Paris évidemment, qui peuvent être soit des choses modestes, c'est-à-dire des jardins partagés, soit effectivement des espaces donnés à des entrepreneurs qui les exploitent. On a eu des cultures assez intéressantes dans le 13e où y compris les habitants ont pu participer à la récolte. Alors, on arrive en fin d'émission. Je voulais quand même évoquer un dernier point avec vous sur la question du périphérique, parce que le 13e est longé, bordé par le périphérique. Il n'y a pas que la Seine, malheureusement. Il y a aussi le périphérique. Et alors, quel défi vis-à-vis de ce périphérique ? Et vous, qu'est-ce que vous pensez des projets autour de ce périphérique ? Moi, je pense qu'il y en a deux. Parce qu'il y a des choses en cours actuellement. Oui, bien sûr. Ouais. Le premier, c'est évidemment gérer l'existant. Comment on fait en sorte que ça soit le moins nocif possible pour les habitants. Et donc, la question de la réduction de la vitesse en fait partie. Souvent, on regarde la réduction de la vitesse en pensant juste aux personnes qui sont au volant de leur voiture. Il faut penser à toutes les personnes qui sont autour. Donc, mettre des enrobés qui sont moins bruyants, réduire les vitesses, tout ça participe à moins de pollution, et moins de pollution atmosphérique, mais aussi moins de pollution en termes de bruit. Puis ensuite, il faut voir le périphérique dans sa deuxième phase. Le périphérique, il n'y a aucune raison que ça ne devienne pas un boulevard urbain plus classique d'ici quelques années. Il y aura des moteurs électriques ou à hydrogène, en tout cas des choses avec moins de pollution de l'air, avec moins de bruit aussi, avec des vitesses pacifiées. Et l'idée, c'est d'urbaniser la ville en pensant à après-demain, quand ça va devenir un véritable boulevard urbain, faire en sorte que les immeubles donnent sur le périphérique, parce qu'il y aura des trottoirs d'ici quelques années. Je vous le dis, j'en prends le pari. Et sur des projets comme celui-là, vous travaillez avec les autres mairies qui sont de l'autre côté du périphérique ? Bien sûr, on travaille notamment avec la ville d'Ivry. Ils sont présents à nos jurys. Régulièrement, on s'invite pour regarder nos propres opérations d'urbanisme, pour les partager, pour voir si on a une vision partagée. Cette scène nous borne tous les deux. On voit bien cette continuité qui doit se faire de manière naturelle. Et ce périphérique, on a des difficultés tous les deux avec. Donc, il faut qu'on traite les choses ensemble parce que la ville ne s'arrête pas aux limites de la ville de Paris. La ville, c'est d'abord la métropole. Alors on aurait pu parler d'innovation dans le 13e. D'innovation, oui, beaucoup. On aurait pu parler également des transports, comment les transports énorme évoluent évolution dans la ville. aussi dans l'arrondissement. Mais l'émission s'achève et chaque élu qui vient à votre place répond à 3 questions et donc c'est à vous. Je vous écoute. La toute première, c'est si vous aviez un projet fou pour votre arrondissement, ce serait quoi ? Alors d'abord, nous on ne le fait pas au conditionnel, on le fait. Voilà, donc des projets fous, on en a quelques-uns. Je vais vous en parler de 2 très rapidement. Un où on va faire pousser des algues sur les façades, ce qui en termes de végétalisation de la ville et d'agriculture urbaine sera quand même, je pense, assez original. Et puis un autre qui aura lieu Avenue de France où on va faire un hôtel qui sera à la fois hôtel auberge de jeunesse avec un rooftop où les gens pourront boire un coup, avec des projections d'œuvres d'art sur toute la toiture de la Halle Fraissinet. Je pense que ça sera un lieu assez emblématique de Paris. Et atypique. Et atypique. À voir. Si il y avait un lieu à visiter dans le 13e arrondissement, vous qui le connaissez bien. D'une certaine manière, on a déjà parlé, c'est ce musée à ciel ouvert du street art, mais plus largement, le 13e va devenir un arrondissement de plus en plus culturel. Bientôt, la Fondation Agnès B va ouvrir, donc ça sera aussi un lieu à visiter. Et on voit que le fait d'engager le 13e sur la culture, ça fait qu'il y a toute une série de lieux intéressants aussi qui ouvrent à proximité. Et pour terminer,
un événement à ne pas rater? Alors, il y a un truc qui me fait très plaisir, c'est que il y a un très, très beau lieu qui est le Théâtre de la Ville, qui est en cours de réaménagement. Et ils vont venir s'installer provisoirement pour, je pense, 2 saisons dans le 13e. Et comme Emmanuel de Marcimota, qui le dirige, est issu du lycée Claude Monet, où j'étais moi-même, et notamment de sa classe théâtre, voilà, ça sera qu'un retour vers le futur, comme on dit. En tout cas, il rend au 13e ce que le 13e lui a donné. Il vient se réinstaller pour quelque temps dans le 13e arrondissement avec une très belle programmation. Ça sera au 13e art, c'est-à-dire la salle qui est Place d'Italie. Monsieur Coumier, merci infiniment d'avoir répondu à toutes Merci nos à vous. questions. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Demain à la Cité.